Et votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama, c'est le président, le patron de La Fourchette. Bonjour Bertrand Gélance-Perger. Bonjour David. Merci d'être là avec nous. Évidemment, le site de réservation en ligne de restaurants qui ne connaît pas. Bon, ça fait 3 ans. 3 ans que vous avez quasiment 3 ans, ça sera au mois de mars. Au mois de mai, 3 ans. 3 ans que La Fourchette est passée dans le giron du groupe américain TripAdvisor. Ça a été une bonne affaire pour eux ou pas, ce rachat? Ça a été- 150 millions de dollars quand même, hein. Vous étiez à l'époque fondateur, on ne donne pas des chiffres, mais bon voilà. Pour eux c'est une bonne affaire, pour vous ça l'a été j'imagine, et pour eux? Pour eux, c'est une bonne affaire dans la mesure où il y a 3 ans, TripAdvisor était principalement centré sur l'hôtel. Hmm. Et ils ont racheté donc 2 sociétés, La Fourchette en Europe pour la réservation de restaurants et Viator aux États-Unis pour la réservation d'activités. Et ces deux branches de l'activité aujourd'hui sont des relais de croissance dans le groupe. C'est ce que prouvent les derniers résultats de TripAdvisor. Donc oui, c'est une diversification logique. Ils avaient déjà le trafic. Ils ont acheté des acteurs qui permettaient de monétiser ce trafic. Et aujourd'hui, l'activité La Fourchette, on était dans 3 pays, on est dans 12. On est leader dans 8. Donc, Alors on va y revenir, juste on va y revenir, mais vous êtes un petit peu, c'est comme ça que vous vous définissez, le gardien du temps, parce que par rapport aux fondateurs, donc La Fourchette créée il y a 10 ans, vous êtes le seul à être resté parmi les fondateurs. Qu'est-ce qui a changé, vous qui êtes le gardien du temple, en 3 ans? Ils mettent au quotidien, ils vous cherchent des noises, là, TripAdvisor, ou est-ce que vraiment ils vous laissent jouir d'une grande autonomie en termes de business? Parce que j'imagine qu'après, les fonctions support, tout ça, c'est synergisé, c'est mutualisé. Alors, c'est de manière assez exceptionnelle, et quand j'en parle autour de moi, que ce soit avec d'autres investisseurs ou d'autres entrepreneurs, ils nous ont laissé une très grande autonomie. Vraiment, en termes de business? Vraiment. C'est-à-dire que c'est même très surprenant. Sur la partie La Fourchette, enfin même encore aujourd'hui, on a intégré les parties financières évidemment, la partie RH un peu. Ah oui, c'est normal. Ça, le financier, on n'a pas le choix. Par contre, sur le business, dans le mesure où c'est des business différents, complémentaires, en fait, et qui nous font confiance. Et c'est pour ça qu'ils ont racheté. Hein. Ils ne rachètent pas qu'un actif. Ils ont aussi racheté une équipe, un savoir-faire, etc. Et ils considèrent que ce savoir-faire, il est toujours là, qu'on le développe. Et ils sont très contents d'avoir justement cette équipe à Paris et en Europe qui développe ce savoir-faire et qui développe de la valeur au sein du groupe. Équipe à Paris, en même temps, vous maintenant, c'est officiel, enfin, vous vivez 3 semaines par mois aux États-Unis, donc vous gérez à distance? Alors, Peut-être 1 semaine par mois en France? Tout à fait. Donc depuis 4 mois, en fait, ça c'est une décision qu'on a prise au sein du groupe TripAdvisor, c'est qu'on a créé une business unit pour toute la restauration, qui inclut le TripAdvisor Restaurant. Hein. TripAdvisor Restaurant, c'est 150 millions de visiteurs uniques qui tous les mois viennent regarder les fiches restaurants sur l'appli. À l'échelle de la planète. De la planète. Et en France? Et en France, c'est plusieurs millions. On ne communique pas pays par pays sur ce chiffre-là. Mais la France est un pays où TripAdvisor est très très puissant. Et La Fourchette, au sein de cette business unit TripAdvisor Restaurant dont j'assure la direction. Et moi, pour des raisons à la fois personnelles et parce que ça faisait du sens à ce moment-là, je suis parti habiter aux États-Unis. Bon, justement, sur l'activité en France, La Fourchette, The Fork à l'étranger, La Fourchette en France, on parlera du business, du développement ensuite, mais combien de restaurateurs bossent avec vous? J'ai lu un tiers des restos parisiens, c'est ça? Tout à fait. Alors à Paris, ça dépend des zones, mais à Paris, on bosse aujourd'hui avec 4000 restaurants, ce qui est environ un tiers des restos parisiens. Et sur les grandes villes, vous êtes présent? Sur les grandes villes, ça va être aujourd'hui autour de 20-25% des restaurants avec lesquels on travaille. Ils sont encore réticents ou pas, les restaurateurs, à bosser avec vous? Parce qu'il faut les faire, pas raquer, mais il faut les faire payer une commission. On verra combien tout à l'heure, mais il y a une commission. Il faut faire parfois des réductions sur... alors j'ai vu c'est sur la carte ou sur l'addition. Ils sont un peu rétifs encore et récalcitrants, certains. Juste pour rappeler en 2 mots ce qu'est La Fourchette, et pour comprendre mieux la réponse sur le restaurateur. Donc La Fourchette, c'est 3 choses. C'est à la fois une plateforme de réservation, donc ça permet de réserver en 30 secondes sa table, vérifier la disponibilité, restaurant italien, 5 personnes, samedi soir, où est-ce que je peux aller. C'est à la fois un guide aussi, parce qu'il y a les avis de plus en plus puissants, plusieurs millions d'avis, plus on a un contenu, on a des extraits de menus, on a les photos qui permettent de choisir son restaurant. Et après, c'est ce qui a fait le succès de La Fourchette et qui est presque la révolution de La Fourchette, c'est ces fameuses promotions. Et voilà. Et qui sont en fait bien au-delà de la promotion, et c'est ça ce qui Mais fait c'est la vraiment force. ça le bénéfice client, finalement, ou l'expérience client. Ils viennent pour ça, il faut dire ce qu'il y a. Non, ils viennent surtout pour ça. Ils reviennent pas forcément pour ça, mais entre moins 20 et moins 40%. Ouais, entre moins 20 et moins 50% sur la carte, en général. C'est rare, moins 50. Hein. C'est plus rare, mais ça arrive. et oui, c'est ce qui fait changer l'habitude en fait, du consommateur. C'est-à-dire que c'est l'avantage, c'est toujours la même chose. C'est que si jamais on veut que le consommateur qui avant, il allait au restaurant directement où il appelait,
bascule, il faut un avantage suffisamment fort. Et on s'est rendu compte que les L'incentive. deux autres n'étaient pas assez forts. C'est-à-dire juste pouvoir réserver en ligne, ouais, c'est super, mais c'est pas ça ce qui va me faire changer d'habitude. Alors que ce moins 40%, moins 30%, La ça réduction c'est moyenne. l'effet wow. La réduction moyenne. Quand on Alors, passe par la aujourd'hui, fourchette, sur l'ensemble des réservations, quand il y a des réductions, alors quand il y a des C'est pas tout le réductions, temps non plus. alors c'est autour de 30%. Ouais. autour de 30% Ouais. en moyenne. Tout à fait. Ok, sachant qu'il n'y a pas des réductions non plus dans tous les restaurants. Si Non. on a des chiffres À là-dessus, Paris, c'est une sur petite le- moitié des restaurants où aujourd'hui. il y a des réductions, et l'autre moitié, il n'y en a pas. Tout à fait. Bon, Mais juste pour répondre par rapport à la Ouais. question initiale pour le restaurateur, parce que c'est quand même important, parce qu'on travaille vraiment avec beaucoup de restaurateurs au quotidien, c'est que c'est pas de la promotion bête et méchante. C'est-à-dire que c'est vraiment du yield management pour eux. C'est-à-dire du que c'est- yield management, il management. faut expliquer ça. C'est-à-dire que c'est ce qui a C'est comme ce qu'on révolutionné fait avec les avions. l'avion et l'hôtellerie depuis 20 ans. C'est-à-dire que finalement, c'est des entreprises en émission économique, donc je me permets de Ah oui. détailler un tout petit peu, Oui, qui sont principalement des entreprises de coûts fixes, avec des coûts variables très faibles. C'est-à-dire qu'un avion, quand il décolle, le coût variable pour un passager supplémentaire, il est quasiment nul. D'accord ? d'où l'idée qu'on peut D'où l'idée vendre que moins il cher vaut ce passager mieux supplémentaire-là. vendre 20 $ le dernier passager plutôt ne que pas de le vendre. partir vide. Ouais. D'accord ? C'est pareil dans un hôtel avec une chambre. Et en fait, c'est pareil pour une table de restaurant parce qu'on ne stocke pas on stocke pas la disponibilité. Ouais. Donc ça veut dire que si mon resto ce soir en tant que restaurateur, je suis mardi soir, je sais que j'ai systématiquement 5 tables de dispo. Et ben si sans cannibaliser mes autres réservations, je suis capable de remplir ces tables, même à 50%, en fait, je vais gagner beaucoup d'argent. Bon. Voilà. Donc c'est le principe. Et le restaurateur, lui, c'est toute la magie. C'est Donc qu'il va vous choisir. allez me parler du gagnant-gagnant, c'est ça, c'est win-win, c'est ça? C'est que le restaurateur va choisir, lui, quand est-ce qu'il fait la promotion et le niveau de promotion. Donc il peut dire, bah, lundi, mardi, mercredi, j'y vais à fond. Jeudi, vendredi, je réduis. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. C'est Et lui. samedi, je fais qu'en deuxième service à 22h, en essayant de revendre des tables, ou à 19h. Il peut vraiment piloter de manière Il aussi pilote fine les réductions. Ultra finement ces réductions. Et donc, si Mais il y a un coût bien, d'abonnement, j'imagine, pour piloter alors, ça, c'est pas gratuit. alors c'est là que c'est vraiment win-win, mais je le répète, c'est que c'est gratuit pour un restaurateur d'être sur la fourchette. Il ne va payer que quand on lui envoie une réservation. Il paye combien? Il paye aujourd'hui 2 € par couvert. D'accord. Dès qu'il y a une réservation qui est faite, il y a 2 € qui tombent. Qui est honoré. Lui, ça lui fait une table remplie et nous, ça nous fait 2 €. Bon, vos concurrents en France, c'est vrai qu'on a la fourchette, c'est la fourchette et belle histoire née en 2007, voilà, 3 potes, j'imagine, fondateurs qui ont lancé ça. Vous êtes toujours copains aujourd'hui? Oui, toujours. Ouais. Toujours, bon, même si c'est vous le chef. Vos concurrents en France, c'est qui? Parce que Alors, nos concurrents en France, c'est une réponse tarte à la crème, mais c'est principalement le téléphone aujourd'hui et les habitudes. Parce qu'on n'a pas de concurrents, ben oui, c'est ça. pour en parler, qui font vraiment le même métier que nous et sur Les autres, une après, c'est échelle. de la livraison de repas à domicile, c'est Alors autre voilà. chose. Il y a Et les ça, en Foodora, effet, on a c'est- reçu patron de Foodora, enfin, on les a tous C'est un reçus, autre hein, type de concurrence aujourd'hui parce qu'en effet, vu la pression marketing qu'ils mettent en ce moment sur les marchés, on estime qu'il y a probablement certaines personnes qui auraient peut-être été au restaurant maintenant qui vont commander. Donc ça cannibalise un peu le marché du restaurant. Donc c'est eux quand même vos concurrents aujourd'hui. Aujourd'hui, ce serait plus eux. Nos Les concurrents, en Deliveroo, effet. les Tout Foodora, à les fait. Uber Eats. D'ailleurs, vous auriez pu poser vous avez dû vous la poser la question de savoir est-ce qu'on y va, on n'y va 10 ans, pas? Depuis 10 ans, on se la pose. Et on n'y va pas parce que c'est pas votre métier? Parce que c'est pas notre métier. C'est ça en fait. En fait, c'est un métier de logistique. Nous, on a un métier très différent. Et autant la clientèle est un peu la même, autant certains restaurateurs sont un peu les mêmes. Et puis on a toujours considéré qu'il y avait. Aujourd'hui, en France, c'est 2 milliards de repas pris au restaurant par an. Voilà, donc 2 milliards. Donc il y a de la place pour tout le monde. Donc on s'est dit, on va déjà commencer par essayer de faciliter ce je veux au restaurant en tant qu'utilisateur. Et sur ces 2 milliards-là, puis on verra après pour la livraison. Qu'est-ce qu'il faut encore, Bertrand Jalance-Perget, améliorer sur le site La Fourchette? Plein de choses. Alors, quoi? Plein de choses. Il faut qu'on améliore ce qu'on appelle l'aide à la découverte, l'aide à la décision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'angoisse, choisir un restaurant, c'est une angoisse pour les gens, parce qu'on a toujours peur, parce qu'on n'y va jamais tout seul. Donc c'est toujours un produit qu'on consomme à plusieurs. Et donc on se dit, est-ce que ça va plaire à la copine, est-ce que ça va plaire aux clients, est-ce que ça va plaire aux beaux-parents, etc. Donc il faut vraiment qu'on ait une capacité à dire, voilà, c'est ça le bon restaurant pour vous, et c'est ce que demande l'utilisateur. En fait, aujourd'hui, par exemple, 4000 restos à Paris, c'est trop. C'est trop. Les gens disent, ouais, mais attendez, je suis perdu là, dans lequel je dois aller? Enfin, dites-moi dans lequel je dois aller. Donc on doit être capable. Donc il y a les notes évidemment qui restent. Et ça reste les autres des clients, des internautes. Tout à fait, mais à partir de 50 notes, statistiquement, c'est très très fiable. Et aujourd'hui, on a une fiabilité des notes qui est très très forte. Entre 0 et 10, hein, c'est ça, hein? C'est entre 0 et 10, ouais. Quelle est la note moyenne d'ailleurs? Notre moyenne, c'est 8,4. Oh, c'est beaucoup, non? Mais c'est pareil sur TripAdvisor, c'est que les utilisateurs, contrairement à ce que pensent les restaurateurs parfois, ils mettent globalement des bonnes notes. C'est pas ce que disent les restaurateurs, ça c'est vrai. Ils disent Bien sûr. toujours
Mais parce que les restaurateurs sont assez exigeants et puis ils voient toujours ils ont tendance à bien lire les négatifs et puis les positifs à dire c'est normal. Mais dans le flux, il y a plus de positifs. Mais dans le flux, il y a plus de positifs que de négatifs. Donc c'est les notes, il faut qu'on travaille mieux les notes. C'est aussi de créer des sélections thématiques pour donner envie aussi. C'est marketer finalement l'offre de restaurateur. La fourchette, c'est un peu alors supermarché, le terme n'est pas très beau, un bon marché des restaurants. C'est-à-dire que finalement, on prend les restaurants qui sont très variés, il y a 10 000 restaurants à Paris, il y en a 100 000 en France, et on essaie de les marketer, que ce soit en prix, que ce soit en présentation, de les présenter, de les mettre dans des rayons pour que l'utilisateur, tout simplement, lui, il puisse se repérer et très vite aller choisir le restaurant. Et les restaurants les plus tendances, les plus huppés, ils jouent le jeu aussi, ils viennent ou ils sont de plus encore, de plus en plus. Ils n'ont pas envie de faire des prix. Alors pas tous. Ça, c'est un autre enjeu qu'on a sur la fourchette, c'est toujours de comment est-ce qu'on peut avoir une offre la plus complète possible pour l'utilisateur. Mais après, il y a plein de restos qui ne font pas de prix sur la fourchette aussi, et ça marche très bien. Combien d'ailleurs? On a dit la moitié. Oui, à Paris, il y a 40% des restos qui font une offre, il y en a 60% qui ne font pas d'offre. Et donc, même l'utilisateur, il réserve aujourd'hui, et les réserves avec offre, c'est de l'ordre de 40-45%. Donc, c'est pas... l'utilisateur a bien compris que la promotion n'était pas une fin en soi, que ça dépendait de l'occasion, de l'événement, du restaurant, etc. Donc en moyenne, c'est 30% de réduction sur la note quand on passe par la fourchette. Quand on passe par la fourchette, quand il y a une réduction. Les ambitions de la fourchette, on va finir là-dessus, elles sont aujourd'hui mondiales, puisque évidemment vous appartenez à TripAdvisor. Votre maison mère est présente dans 45 pays, vous me disiez une douzaine aujourd'hui? Aujourd'hui, la fourchette, c'est 12 pays. The Fork, à l'étranger. The Fork, alors après, on a racheté des entreprises qui ont gardé leur marque en Australie, en particulier, ça s'appelle Dimi. Donc oui, la fourchette aujourd'hui, c'est 12 pays. On a investi là dans une... Et pas que les pays limitrophes, hein, c'est ça? Non, pas du tout. Vous êtes vu en Australie? En Australie, Brésil, en dehors d'Europe. Ouais. C'est principalement Europe. On n'est pas encore complètement partout en Europe, donc ça on est en train de regarder. Et après, on a racheté, on n'a pas racheté, on a investi dans une entreprise qui s'appelle Itigo, qui est en Asie du Sud-Est, qui est aujourd'hui sur 2 pays, qui en ouvre 4. Et en fait, ça c'est pour tester le marché sud-asiatique. Avec en ligne de mire, j'imagine? La Chine c'est compliqué, j'imagine. Alors la Chine, la Chine c'est très compliqué. Avec en ligne de mire, Thaïlande, Indonésie, Malaisie et l'Inde. Cette entreprise Itigo va ouvrir en Inde. Quand vous allez dans ces pays-là, à l'étranger, vous vous dites quoi? Je m'installe sur place et je rachète ensuite des petits copains, ou directement j'y vais par acquisition, parce que ça prend moins de temps évidemment, et quand on a les moyens, ce qui est votre cas avec TripAdvisor en maison mère, qui pèse je ne sais pas combien d'ailleurs en bourse, ça pèse combien en bourse TripAdvisor? Ça pèse 7 milliards. Bon ouais, donc ils vous donnent tous les moyens de financement pour acheter. Un nouveau pays, ça veut dire une acquisition? Alors on a fait les deux. Et alors, mon capitaine, qu'est-ce qui marche mieux? Ce qui va le plus vite, c'est une acquisition. Évidemment. Évidemment, parce qu'on acquiert à la fois un début de part de marché, mais surtout on acquiert une équipe et un savoir-faire. Donc en fait, des gens qui ont bossé sur le sujet depuis 2-3 ans, ils ont déjà fait suffisamment d'erreurs pour que quand on arrive avec notre plateforme, notre savoir-faire, plus leurs erreurs, leur expérience, on soit capable d'assez vite, de plus vite prendre le marché que quand on part de zéro et qu'il faut tout créer. Et sur le marché américain? Parce que le marché américain, alors c'est OpenTable. OpenTable qui est l'équivalent de la fourchette en France, donc ça veut dire que c'est winner takes all, comme à chaque fois c'est compliqué d'aller grignoter les pieds du mammouth quand on est... Oui, c'est ça, c'est que la fourchette en France aujourd'hui c'est devenu assez gros. OpenTable aux États-Unis c'est très gros. Donc oui, en effet, il y a une notion là de comment est-ce qu'on fait pour attaquer OpenTable. Aujourd'hui on n'a pas le plan, donc pour l'instant les États-Unis... Tant qu'on n'a pas, on n'y va pas. Oui, surtout que les États-Unis c'est pas un marché non plus simple. Marché compétitif. On entend souvent dire que les fondateurs, quand ils lancent une boîte et qu'ils vendent après, ils touchent le jackpot et ensuite ils vont faire autre chose. Vous avez décidé de rester, vous êtes toujours aux commandes, patron de la fourchette. Vous ne dites pas à un moment donné, vous êtes là encore pour 5 ans, 10 ans, ou est-ce que ça dépend, il y a un earn-out, comme on dit, il va y avoir des... Vous restez il y a zéro earn-out. L'earn-out, c'est quoi? On explique pour le commun des mortels. Le earn-out, c'est que souvent une entreprise, quand elle en rachète une autre, elle paye une partie du rachat au fondateur directement, et il y en a une partie qui est gardée et qui va être payée en fonction des résultats dans les années qui suivent l'acquisition. C'est ça qui vous fait rester? Donc nous, on n'en a pas. Il n'y en a pas. Donc c'est simple, donc c'est pas ça ce qui me fait rester, parce qu'il n'y en a pas. Ça aussi, c'est à l'américaine, c'est-à-dire que plutôt que de pénaliser, entre guillemets, de pénaliser les fondateurs, ce qu'ils nous ont dit, voilà, si vous voulez rester, on est super content que vous restiez.
Si vous voulez partir, dites-le nous, on s'organise. Mais par contre, si vous restez, évidemment, c'est super important que vous soyez super motivé. Donc, on vous met des stock options, on vous met des choses comme ça. Mais vous avez songé à partir parce que quand ça a été vendu il y a 3 ans, 150 millions de dollars, j'imagine qu'il y a un gros morceau qui vous est revenu et c'est normal. Vous n'êtes pas dit, je pars sur autre chose maintenant, je remonte une autre boîte C'est une question évidemment que je pense qu'on se pose. Moi, à la fois, j'avais envie de découvrir un peu ce que c'était que la vie avec une entreprise américaine, etc. Et ça, je ne suis pas déçu. J'avais encore plein de choses que je voyais pour la fourchette à améliorer et c'est encore le cas aujourd'hui. Et donc voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de rester. Je dirais que comme n'importe qui dans une entreprise ou ailleurs, l'avenir décidera de… 600 personnes maintenant à la fourchette, 600 personnes à la fourchette. dont 150 en France. 200 quasiment en France. 200 On a deux en France. bureaux, on a un bureau à Paris et on a un bureau à Nantes, parce que là on a des ingénieurs informaticiens. Bon, et maintenant vous gérez ça donc depuis Boston. Depuis c'est bien, Boston. on finit là-dessus et plus personnel, c'est bien la vie à Boston, c'est agréable. La vie à Dans Boston, ces conditions-là, c'est agréable, non? la vie à Boston est très agréable, voilà, dans un pays qui est très très dynamique. Quand ça marche, quand tout va bien, les États-Unis, c'est merveilleux. C'est un pays de contraste, oui. Donc en effet, quand on a la chance d'être du bon côté de la barrière, ça se passe bien. C'est vrai que c'est un pays aussi où il y a une grande pauvreté. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Thank you very much, Bertrand Gélance-Perger. Merci d'avoir été avec nous. Donc, le patron de La Fourchette, quelle belle histoire. Merci à vous. Merci. Au revoir.